Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 5, aimer, chérir, honorer et obéir. On dit que pour comprendre l'histoire d'une époque, il est important d'étudier la vie familiale. Le mariage est le socle de la famille. Mais nous allons à contresens et commençons par le divorce, en nous fiant à des documents précieux exhumés à Dunhuang dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine. Il s'agit des contrats de divorce datant de la dynastie des Tang, trouvés dans les fameuses grottes de Mogao. Situées à un point stratégique le long de la route de la soie, les grottes de Mogao étaient un lieu de croisement entre Occident et Orient. Les caravanes, les religions et courants intellectuels venant du monde entier s'y rencontraient. Les 492 grottes sont célèbres pour leurs statues et peintures murales, des ouvrages magnifiques qui témoignent de la floraison de l'art bouddhiste pendant 1000 ans. Le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi toutes les grottes, celle appelée bibliothèque, découverte en 1900, est probablement la plus connue. Y sont conservés plusieurs dizaines de milliers de manuscrits et de reliques qui nous éclaircissent sur l'histoire de la Chine et celle de l'Asie centrale. L'un des documents les plus importants découverts dans cette bibliothèque est intitulé « Accord pour laisser la femme partir ». Voici le petit texte traduit grosso modo. La raison pour laquelle un homme et une femme sont devenus mari et épouse est que ces deux personnes se sont attachées l'une à l'autre. Si leur mariage ne marche pas, ils sont en conflit. N'étant plus sur la même longueur d'onde, comment pourraient-ils continuer à s'aimer? Il vaut mieux que chacun retourne vivre de son côté. Une solution plutôt remarquable quand on pense aux bruyantes et rancunières guerres de divorce de nos jours. Cette séparation à l'amiable était-elle commune à l'époque des Tang? S'agissait-il du procédé typique? Certes, des certificats de divorce datant des Tang nous apprennent que la femme jouissait d'une position meilleure et était plus respectée que celle ayant vécu à d'autres époques. Pourtant, ne nous précipitons pas pour conclure. Même sous les Tang, la situation de l'épouse dépendait grandement de l'humeur et de la volonté du mari. L'accord de divorce était en général composé en 3 parties, selon le modèle officiel. Dans la première partie, le couple est exhorté à chérir leur union. La deuxième partie explique ce qui ne va pas dans le mariage, sans faire de reproches. Et dans la troisième partie, on souhaite aux 2 anciens époux de trouver un meilleur partenaire la prochaine fois. Le document se termine en annonçant les arrangements décidés. L'accord est en général établi en famille, bien que présenté dans un modèle arrêté par l'autorité gouvernementale. Le mari ne pouvait pas décider arbitrairement de divorcer, sous peine de déshonorer sa famille. Certains accords de divorce lui interdisaient spécialement d'harceler son ex-femme. Il n'était pas autorisé à terroriser son ex-femme en restant devant la maison de celle-ci ou en lui faisant des grimaces. Mais bien sûr, avant de divorcer, il faut d'abord se marier. Le mariage était un événement important, non seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Lors de la cérémonie de mariage, les ancêtres étaient aussi sollicités pour consacrer l'union et donner leur accord pour admettre la mariée au sein de la famille. Il arrivait parfois de marier les morts. La dynastie des Tang est souvent citée comme une époque bienveillante pour les femmes. Certaines occupaient de hautes positions et jouissaient de la liberté, mais en général on considérait encore que la femme était subordonnée au sexe fort. Le mariage était décidé par les parents des 2 familles avec l'intermédiation d'une entremetteuse. La famille du futur marié avait plus de pouvoir pour mener l'affaire. Un bon mariage était moins une union d'amour qu'une affaire arrangée. Tout dépendait de ce que cela pouvait apporter aux 2 familles en termes de richesse et de position sociale. Les futurs mariés ne pouvaient se voir avant la nuit de noces pour prévenir toute imprudence. L'homme pouvait se marier à 14 ans et la femme à 12. Il existait une longue liste de tabous, entre autres le mariage entre 2 personnes ayant des liens de sang proches, le mariage pendant la période de deuil pour un parent,
Le mariage entre deux personnes de différentes classes sociales n'était pas encouragé. Une concubine n'était jamais élevée au statut d'épouse. L'union entre deux personnes portant le même nom de famille était aussi désapprouvée. L'impératrice régnante Wu Zetian était extrêmement dure quant à l'application de ces codes. Une fois, elle a forcé un couple à divorcer car le mari et la femme portaient le même nom de famille. En effet, elle tentait de contenir le pouvoir des grandes familles nobles. En interdisant le mariage entre les personnes portant le même nom de famille, elle empêchait la formation de nouvelles alliances entre grands clans. Car ces grandes familles avaient de grands pouvoirs et se considéraient au-dessus de l'empereur. Elles s'alliaient souvent à travers les mariages. Un proverbe chinois dit « La fille de l'empereur n'a pas de mal pour trouver un mari ». Parce qu'elle ne peut pas manquer de prétendants, la question est de savoir lequel est la bonne personne. Les princesses étaient très utiles dans la politique internationale. Elles étaient souvent mariées aux souverains de pays voisins. Parfois, il s'agissait d'une stratégie d'apaisement. Bon, arrêtons de nous battre et je vous donne une princesse. La pauvre fille servait en quelque sorte d'ambassadrice. Selon des récits historiques, ce genre de mariage diplomatique, routine, comme on le disait en chinois, a eu lieu 21 fois sous les Tang. Le code pénal des Tang a décidé que la femme était secondaire à l'homme. Pour avoir commis des crimes, elle était moins lourdement punie, surtout lorsque son mari était impliqué. Elle était considérée comme ayant obéi à son homme. Le code contient des clauses exhaustives au sujet du mariage. Il a énoncé les 7 vertus pour le sexe faible, qui nous laissent entrevoir le rôle de la femme dans la société et dans le ménage. La première vertu, la docilité et l'humilité. Une femme était censée être docile devant son mari et tous les membres masculins de la famille, y compris ses propres fils. Le père devait inculquer à sa fille la bonne conduite à travers certains rites. L'un de ces rites avait lieu lorsque la fille avait 3 ans. Son père devait la laisser toute seule sous le lit avec un fuseau comme premier jouet. Il s'agissait de faire comprendre à l'enfant qu'elle avait une position inférieure dans la maison et qu'elle devrait travailler dur. La deuxième vertu, respecter son mari et lui obéir. Parallèlement, on demandait à l'homme d'être un mari bon mais commandant. L'ordre de base dans une famille était expliqué ainsi : le père est Dieu aux yeux de son fils, le mari est un Dieu aux yeux de sa femme. La troisième vertu exigeait au mari d'être fort et son épouse douce. Le contraire était désapprouvé. Si son épouse ne le respectait pas ou le méprisait, le mari était autorisé par la loi à la frapper ou à lui adresser des reproches, car ces comportements risquaient de saboter le mariage. La quatrième vertu donnait des stipulations concrètes qui régissaient la conduite de la femme en termes de moralité, de parole, d'apparence physique et de besogne ménagère. La cinquième vertu demandait aux femmes de se dévouer à leurs époux jusqu'à la mort. Un homme, par contre, pouvait se remarier après la disparition de son épouse, surtout si cela permettait de sauvegarder l'avenir de sa famille. Sixième vertu, une femme devait réprimer sa propre volonté afin de se soumettre aux désirs des autres, spécialement pour obtenir la faveur de son mari et de ses beaux-parents. Elle devait en plus reconnaître la hiérarchie familiale et sociale à la confucéenne. Et enfin, selon la septième vertu, une femme devait entretenir des relations cordiales avec les frères et sœurs de son mari. Elle devait adhérer parfaitement à sa belle famille et continuer à lui satisfaire. Le code de mariage donnait 7 défauts de la femme éligible au divorce. Manque de piété filiale envers ses beaux-parents, ne pas avoir de fils, adultère, jalousie, maladie maligne, bavardage intempestif et vol. Il est clair que les femmes des Tang vivaient sous la lourdeur de critères moraux exigeants, dont beaucoup sont impraticables pour nous autres aujourd'hui. Ces carcans n'ont pas empêché certaines parmi elles de devenir poètes, politiques, de danser, de monter à cheval, ou encore de jouer au polo, paraît-il.
Nos remerciements particuliers à la maison Salien Jondou pour son aide à la préparation de ce podcast. Rendez-vous au prochain épisode.